Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Des oraux de rattrapage pour rien, la grève des enseignants perturbe cette ultime étape du bac. Des lycéens ont été convoqués sans connaître leur note définitive. Des voix s'élèvent pour sanctionner les professeurs. Les réactions au Sénat avec Alexandre Poussard. La reconstruction de la cathédrale Notre-Dame divise députés et sénateurs. Les parlementaires s'opposent sur les dérogations aux règles d'urbanisme. La majorité sénatoriale demande des garanties. Quand le gouvernement veut aller vite, le débat dans cette édition. Alerte sur les pénuries de médicaments. Le gouvernement présente ses pistes pour empêcher les ruptures de stock. En octobre, le Sénat s'inquiétait déjà des tensions en matière d'approvisionnement et leurs conséquences sur la santé des patients. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Confusion, je vous le disais, autour des oraux de rattrapage du baccalauréat. Ils ont débuté en France ce matin pour près de 103 000 candidats, mais parfois avec des résultats provisoires. En cause, la grève des professeurs correcteurs. Emmanuel Macron s'en mêle. Explication, Jérôme Rabier. En plein bras de fer sur le rendu des copies par les correcteurs grévistes, Emmanuel Macron s'insurge de ses méthodes. Le chef de l'État a donc choisi de frapper fort en choisissant des termes précis pour définir leur mouvement. On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits, tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Des propos qui ont scandalisé les syndicats enseignants et qui font réagir la classe politique. Pour la gauche, c'est un nouveau dérapage verbal du président de la République. Et ça veut dire quoi, prise en otage? Ça veut dire que les enseignants sont des terroristes? C'est ça qu'on pense, alors que ce sont au contraire ceux qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, s'occupent de nos enfants. Ils jettent de l'huile sur le feu. Et il n'est pas le seul, M. Blanquer aussi, parce que si on a une telle situation de pagaille, de chienlit même on pourrait dire, c'est en partie à cause de l'intransigeance du ministre qui depuis des mois et des mois ne veut pas entendre le message de souffrance du monde éducatif et qui se le prend dans le mur, quoi. Mais le président de la République peut compter sur le soutien des élus de la République En Marche et de la droite qui réclament des sanctions contre les professeurs grévistes. Je soutiens ce que dit Emmanuel Macron et je pense qu'il y avait d'autres moyens de s'exprimer. Donc je crois qu'il faut être ferme, je crois qu'il faut effectivement des sanctions et je crois qu'il ne faut pas laisser une forme d'exemple de mouvement par des agents de service public se poursuivre et se perpétrer. Les correcteurs grévistes ont voté en Assemblée générale la remise des copies, ce qui devrait lever l'incertitude sur les notes définitives du baccalauréat, alors que 103 000 lycéens de terminale passent pendant 3 jours leurs épreuves de rattrapage. Et premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias. Il est avec vous, Alexandre Poussard. Oui, Pierre Ouzoulias, Emmanuel Macron parle de prise d'otage des lycéens et de leurs familles. À propos de cette grève des correcteurs du bac, quelle est votre réaction ? Moi, je pense qu'il faudrait remettre les choses à l'endroit. Il y avait avant le baccalauréat, qui était un examen national et anonyme. Et aujourd'hui, c'est M. Macron, le président de la République, qui l'a remplacé par un concours qui s'appelle Parcoursup. Donc que le même vienne défendre aujourd'hui le baccalauréat, c'est surprenant, alors qu'il l'a tué, malheureusement. Les parents savent bien qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est les notes du lycée obtenues toute l'année, et puis le baccalauréat. Je le regrette vivement, parce que le baccalauréat, c'était un examen républicain, anonyme, et qui permettait à chacun, quel que soit son lycée d'origine, d'avoir à peu près les mêmes chances. Ça a été remplacé par Parcoursup, qui est un système complètement opaque. Alors, sur le fond, vous êtes contre cette réforme. Sur la forme, que pensez-vous de la fermeté du gouvernement d'Emmanuel Macron qui ne veut pas plier face aux grévistes ? Oh bah écoutez, c'est pas récent, ça. C'est pas récent. Moi, je regrette en tant que parlementaire que ni la réforme du bac, ni la réforme du lycée ne nous étaient présentées au Parlement. Monsieur Blanquer suit sa feuille de route de façon autoritaire, sans écouter et sans aucune concertation. C'est absolument pas récent. On a ça depuis le début du quinquennat. Est-ce que c'est aux lycéens de faire les frais de ce blocage entre une minorité d'enseignants et le gouvernement ? Les lycéens, ils font déjà les frais de la réforme du lycée, de la réforme du bac et de Parcoursup, ce qui est beaucoup.
ce qui est beaucoup. Donc si demain on m'explique que c'est eux finalement les responsables de la dégradation du baccalauréat, je trouverais que ça serait vraiment curieux comme façon de présenter les choses. Je pense que c'est l'inverse. Mais justement, est-ce que c'est pas à ces enseignants grévistes de préserver les lycéens en trouvant un autre moyen d'action ? Mais ce qu'ils essayent de faire, et je les comprends, c'est désespéré. Ils essayent de sauver quelque chose auquel ils sont très attachés, qui est la valeur nationale du baccalauréat. Ils ont trouvé ce moyen pour le faire et pour alerter les parents de façon générale. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est qu'il y a un immense désarroi des familles, notamment par rapport à la réforme de la classe de terminale et du bac, qui se rendent compte que sur le terrain, ce qui est en train de se préparer n'a rien à voir avec ce que le gouvernement leur avait annoncé. Et le souci, il est plutôt là, dans la sincérité des annonces gouvernementales. Mais pourtant, une grande partie des enseignants ne font pas grève. Ces grévistes représentent une petite minorité. On parle de 2000 enseignants sur 75 000. Donc, est-ce qu'il faut les écouter ? Plus personne ne fait grève en France. Vous le savez bien, et c'est un problème de fond. C'est que malheureusement, aujourd'hui, ce gouvernement ne tient pas compte ni des syndicats, ni des formes traditionnelles de revendication, ce qui aboutit à une forme d'exaspération et à l'émergence de luttes tout à fait nouvelles. En dehors des cadres légaux, le gouvernement en est aussi responsable. Il pourrait faire que les choses se passent autrement dans la concertation. Il la refuse. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Ouzoulias, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette première réaction. Après Marseille, Emmanuel Macron s'immisce une nouvelle fois dans la campagne des municipales. C'est à Lyon. Cette fois, le chef de l'État s'est entretenu avec son ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et le président de la métropole, David Kimmelfeld, accusé de trop interférer dans cette campagne. Le chef de l'État leur a donc demandé d'agir ensemble. Samia Dechir. Rien n'a filtré de leur dîner dans ce restaurant lyonnais. Hier soir, Emmanuel Macron a rencontré son ancien ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb avait publiquement souhaité s'entretenir avec le président à propos de la bataille des municipales lyonnaises dans laquelle il est engagé. Emmanuel Macron a donc profité de sa venue à Lyon pour la finale du mondial féminin pour répondre à l'appel, mais s'est gardé de tout commentaire. Comme vous le voyez à ma tenue, il s'agit d'une soirée privée, elle le restera. Redevenu maire de Lyon après avoir quitté le gouvernement, Gérard Collomb vise la présidence de la métropole en 2020. Mais face à lui, David Kimmelfeld, qui lui a succédé en 2017, est aussi candidat. Une guerre entre deux marcheurs. Officiellement, c'était la Commission nationale d'investiture du parti de trancher. Officieusement, l'Élysée pourrait bien s'en mêler. Le président de la République, je le connais un peu, est un bon connaisseur de la carte électorale pour ne pas donner à un moment donné son avis. Certes, il y a des commissions. Moi, j'étais dans la commission qui s'occupait des législatives. Donc je sais qu'in fine, les arbitrages sont toujours faits au plus haut niveau. Après son dîner avec Gérard Collomb, Emmanuel Macron a petit déjeuner ce matin avec David Kimmelfeld. Aucune date n'a pour l'instant été fixée par La République En Marche pour l'annonce des investitures à Lyon. Et on en vient à présent à notre page consacrée au projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame. Il revient en nouvelle lecture en séance mercredi, faute d'accord entre députés et sénateurs, notamment sur la question des dérogations aux règles d'urbanisme. Le Sénat veut les maintenir contre l'avis du gouvernement qui, lui, entend aller vite. Le chef de l'État, je vous le rappelle, a promis une restauration en 5 ans. Adrien Develay. Députés et sénateurs n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. L'article 9, qui prévoit un certain nombre de dérogations pour rebâtir la cathédrale rapidement, avait cristallisé les discussions. Des dérogations voulues par le gouvernement. Il ne faut pas qu'on se mente. On sait tous qu'il y a un certain nombre de règles, comme tout système législatif, comme toute réglementation, il y a des choses qui ne sont pas forcément idéales, notamment les procédures, et qui sont parfois des freins à toutes les restaurations qu'on peut faire dans nos territoires. L'article a depuis été modifié par les députés qui ont listé les dérogations possibles en matière d'urbanisme, d'environnement et d'architecture notamment. Les sénateurs resteront vigilants. Nous reprendrons ces dérogations telles qu'elles figurent dans le texte, mais nous irons explorer plus largement pour cet article 9 si toutes les dérogations sont bien clairement inscrites. Pour coordonner la reconstruction, les sénateurs ont proposé la création d'un établissement public administratif. Un amendement alors rejeté par les députés en commission, mais qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quelle n'est pas notre surprise de voir que le ministre de la Culture, Franck Riester, lors du débat
à l'Assemblée nationale sur ce qui aurait dû être les conclusions de la commission mixte paritaire, donc sur le texte des députés, eh bien, amende le texte en reprenant certaines de nos propositions. Je n'ai jamais vu ça de vie de sénatrice, transformer les textes en utilisant les propositions de l'autre Assemblée après les avoir rejetés en commission mixte paritaire dans cette dernière lecture. En cas de nouveau désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Près de 3 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, les experts ont encore du mal à estimer combien de temps prendra sa reconstruction. Alors, députés et sénateurs vont-ils pouvoir se mettre d'accord sur la reconstruction de Notre-Dame? Est-il possible de trouver un compromis sur l'article 9? La commission s'est réunie ce soir avant un examen en séance mercredi. Le débat tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dominique Vérien. Bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice centriste de Lyon, membre de la commission de la culture. Sur ce plateau également, Sophie Laurent. Bienvenue à vous. Vous êtes grand reporter à Pèlerin Magazine. Et puis j'accueille également David Rickner. Didier Rickner, historien de l'art. Vous êtes également journaliste, fondateur du magazine en ligne La Tribune de l'Art. Et puis Alain Schmitz est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes sénateur des Yvelines. Vous êtes le rapporteur de ce projet de loi pour la restauration, la conservation de la cathédrale de Notre-Dame, sénateur LR des Yvelines. Première question pour vous, justement, Alain Schmitz, puisque je le disais, la commission va se réunir à 18h. Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit plutôt constructif? On a entendu Catherine Morin-Desailly qui disait on vit finalement une situation inédite avec des modifications qui ont été apportées après cet échec en CMP. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors tout à fait, je partage le sentiment bien sûr de Catherine Morin-Desailly, notre présidente de la commission culture du Sénat. Il y a eu des avancées. J'allais dire, ce projet de loi a été travaillé, enfin. Ce qui n'était pas le cas en première lecture. En revanche, c'est vrai que j'ai été très déçu de l'attitude des députés lors de la commission mixte paritaire, qui n'a pas été conclusive, mais surtout il n'y a pas eu le moindre débat. Et ça, je le regrette vivement. Alors aujourd'hui, en effet, surprise, les deux articles qui posaient problème, c'est-à-dire l'article 8, la création d'un établissement public d'État, établissement public administratif, qui a été porté donc maintenant par le gouvernement, et surtout sous le contrôle du ministre de la Culture, et ça me semble évidemment très important. Donc c'est une avancée que je salue. En revanche, pour l'article 9, là aussi des avancées, mais des avancées par trop limitées. Parce que c'est le principe d'une loi que j'ai qualifiée de loi d'exception, avec des dérogations dont nous ne connaissions absolument pas la liste. Et il me semble important de progresser. Alors, des progrès ont été réalisés, mais insuffisants. Ouais. Dominique Vérien, même question, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce qu'il y a quand même des avancées, peut-être une main tendue qui va permettre d'aboutir à un consensus? Alors, il y a de véritables avancées, je suis tout à fait d'accord avec Alain, y compris donc, sur la réécriture de l'article 8 et aussi sur la réécriture de l'article 9. Il y a encore quelques points d'achoppement et j'espère justement qu'il y aura un meilleur débat et une meilleure discussion constructive lors du passage dans l'hémicycle que lors de notre premier passage dans l'hémicycle. Et donc, je ne sais pas si on parle tout de suite des points d'achoppement, notamment le fait de pouvoir solliciter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture en cas de désaccord entre le préfet et l'architecte des bâtiments de France. Bon, ça, c'est une chose qui ne peut pas passer à la commission de la culture du Sénat, on le sait. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont à retravailler. Je crois qu'il faut qu'on retravaille aussi. Alors, il repropose de nouveau des ordonnances, mais je crois que pour le coup, on ne peut pas en vouloir au ministère de la Culture, mais probablement à d'autres ministères qui n'ont pas forcément rendu leur copie dans les temps. Ils ont proposé des ordonnances parce que finalement, le projet n'est pas encore défini. C'est comme ça aussi que justifie Franck Riester sa position. Et surtout parce que les ministères en question n'ont pas voulu se projeter non plus dans l'avenir en donnant déjà, parce qu'un projet de construction, on sait ce qu'est un projet de construction. Donc, si on se met autour de la table et qu'on a envie de travailler, normalement, on doit pouvoir le faire. Et en tout cas, le ministère de la Culture l'a clairement fait, lui, en donnant ces dérogations. Ouais, Sophie Laurent, est-ce que vous comprenez la position des sénateurs qui se sont justement opposés à cette réécriture par l'Assemblée nationale, notamment autour de cette question des règles d'urbanisme? Oui, tout à fait. Ça semble, vu du côté, disons, de simples citoyens et de journalistes, ça semble un peu étonnant de faire une loi pour dire on peut s'asseoir sur la loi, quoi. C'est déjà un petit peu étrange en soi. Après, bon, on comprend que c'est un monument exceptionnel, c'est un chantier différent des autres, donc
qu'il faille ajuster, pourquoi pas. Mais effectivement, il vaut mieux avoir des règles claires dès le départ. Je pense que tous nos lecteurs seront d'accord là-dessus et plus largement l'ensemble des citoyens. Didier Rickner, votre avis? Alors moi, je remercie le Sénat d'avoir fait son travail et j'étais, il y a très longtemps, un peu opposé au bicamérisme, mais je pense que le bicamérisme est une très bonne chose finalement, parce que ces échanges, plaisir à beaucoup de personnes ici. Ces échanges entre assemblées prouvent qu'on peut arriver à s'écouter. Alors je suis d'accord avec Alain Schmitt, je ne comprends même pas pourquoi la commission paritaire n'est pas arrivée à un accord. Il est vrai qu'il y a beaucoup de progrès. Pour moi, l'avis de la CRPA pour un avis qui est de toute façon simple et qui concerne les abords temporairement ne me paraît pas si grave que cela. Ce qui m'inquiète plus, ce sont les abords, justement, c'est-à-dire le parvis, le square Jean 23 et le quai le long de la cathédrale, puisqu'on sait qu'il y a toujours ce projet, il y a 2 ans, qui avait été créé qui avait été imaginé par Philippe Bellaval et Dominique Perrault, surtout Dominique Perrault, je pense, qui est l'architecte, et qui, on a l'impression que certaines personnes aimeraient le voir revenir, et ce projet a été monstrueux, il faut le dire, où on créait, par exemple, sous le parvis, une espèce de construction en verre qui se voyait de l'extérieur, puisque ça se voyait sur le quai, qui ne pourrait pas passer avec l'UNESCO, j'en suis certain, et qui n'a rien à faire avec la restauration de Notre-Dame. Alors, vous vous inquiétez justement de cette nouvelle loi qui veut s'asseoir sur la loi. Il y a aussi une raison à cela, c'est qu'Emmanuel Macron veut aller vite, il l'a dit, il veut reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Je vous propose de l'écouter. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. On entend le président de la République, Franck Riester aussi, il vous l'a dit devant le Sénat. Finalement, on connaît tous aussi ces règles qui sont parfois bloquantes. Est-ce qu'il ne faut pas s'en affranchir justement pour le cas de Notre-Dame, si on veut aller vite et si on veut la voir restaurée dans les 5 ans? Alors justement, pour répondre à votre question, il ne faut surtout pas s'en affranchir. Et pourquoi il ne faut pas s'en affranchir? Parce que c'est Notre-Dame. Parce que Notre-Dame présente un caractère d'exemplarité, non seulement en France, mais vis-à-vis du monde entier. Le classement d'ailleurs au patrimoine mondial de l'humanité en est une preuve éclatante. Donc il faut que nous soyons particulièrement exemplaires dans ce dossier et que toutes les étapes doivent être respectées. Alors est-ce à dire que dans 5 ans, qui est le délai souhaité par le président de la République, rien ne pourra être achevé? Non, je pense que beaucoup pourra être fait une fois qu'on aura connaissance du diagnostic et qu'on aura à peu près chiffré le montant des dépenses. Mais ça ne voudra pas dire que la restauration sera achevée. Et je pense qu'il convient, dès lors que les abords sont intégrés dans le nouveau projet de loi, il me semble important que ça puisse être une vitrine pour les métiers d'art, dont nous sommes si fiers ici de notre savoir-faire, également pour présenter donc la palette complète, j'allais dire, de tous ceux qui vont œuvrer à la restauration et à la restitution de l'intégrité de Notre-Dame. Et pour ce faire, eh bien, il faut tout simplement du temps, et c'est quelque chose qui me semble être fondamental, donner du temps au temps pour que cette restauration soit particulièrement d'une immense qualité et exemplaire. Ouais. Si on n'a pas ces règles, qu'est-ce que vous redoutez finalement, Dominique Vérien? Alors déjà, un déséquilibre par rapport au reste du territoire qui dirait « et pourquoi moi ?» alors que Notre-Dame pourrait s'en affranchir. Donc, cela dit, on peut réfléchir effectivement à quelques dérogations. Il y a quelques dérogations qui sont dans ce texte et qui peuvent tout à fait s'entendre pour pouvoir aller plus vite, notamment sur l'archéologie préventive. Donc, il y a des choses qui sont tout à fait justifiées. Mais au contraire, faisons de ce chantier un modèle. Je connais, pour faire référence par exemple à Guédelon, à Puisaye, un château qui ne se visite que parce qu'il est en chantier. Et je pense que justement, au lieu de se hâter, mettons en valeur tous ces métiers et profitons de ce chantier, sachant qu'il y a des châteaux, un château notamment, je crois que c'était sur les bords de Loire, qui a eu 25% de visites de plus pendant toute la période des chantiers. Donc on doit profiter de ça. Évidemment, il faut rouvrir vite, mais entre rouvrir et reconstruire, il y a toute une marge. Et je crois que je suis d'accord avec le président, ne nous faisons pas piéger par la hâte. Et profitons de ce temps pour mettre en valeur ce qu'est ce patrimoine et ce que sont les métiers du patrimoine.
Il y a certaines dérogations finalement qui ne posent pas de problème. Sophie Laurent, Dominique Vérien le disait sur l'archéologie préventive, la durée d'instruction d'autorisation des installations temporaires, ce type de choses. Donc ça veut dire qu'on peut quand même peut-être justement élargir un petit peu ces règles d'urbanisme. Si on va aller vite, Sophie Laurent, alors pardon. Alors allez-y. Allez-y. Oui. Alors excusez-moi, il y a même une règle qui est bien meilleure que celle du Code du patrimoine, c'est celle sur la publicité. Il faut la dérogation sur le Code du patrimoine est plus protectrice que le Code du patrimoine. C'est-à-dire qu'actuellement, on a le droit de mettre de la publicité sur tous les chantiers de monuments historiques et Paris est couvert de ces grandes bâches. C'est à mon avis scandaleux, c'est une chose pas à faire. Et là, on ne va pas le faire pour Notre-Dame. Donc ça, c'est bien. Ça fait partie effectivement de ces dérogations qui sont figées dans l'article 9. Sophie Laurent. Oui, moi, je voulais revenir plutôt sur le côté exemplaire du chantier. Je pense que nous qui avons à Pellerin un grand prix du patrimoine que nous remettons chaque année à des petites communes ou à des associations qui se battent pour restaurer des monuments dont personne ne parlera jamais sinon, et qui parfois d'ailleurs sont en danger de démolition, parce que l'entretien des églises, c'est difficile pour les toutes petites communes. Mais là, ils ont l'occasion, avec ce chantier-là, de comprendre l'importance de toutes les phases, de comprendre ce que fait chaque corps de métier. Et je dirais que Notre-Dame a eu un impact pédagogique sur la population, sur l'importance de la préservation du patrimoine et de comment le faire, et comment le faire bien. Donc c'est un outil formidable, ça serait dommage de le gâcher. On parle de Franck Riester, le ministre de la Culture, que vous avez auditionné. Alors lui, il s'engage quand même, il a réaffirmé sa volonté de protéger le patrimoine. Je vous propose de l'écouter. Il n'est pas question de se servir de la restauration de Notre-Dame de Paris pour piétiner le droit français et européen du patrimoine, de l'environnement ou de l'urbanisme. Cela n'a bien évidemment jamais été l'intention du gouvernement. Je veux le dire et le redire, en tant que ministre de la Culture, je serai inlassablement le garant de la protection du patrimoine. Et j'aurai à cœur de mobiliser l'ensemble des ministres concernés. Le travail interministériel des prochaines semaines nous permettra de définir ensemble les assouplissements et adaptations à prévoir et qui porteront essentiellement sur les questions de procédure sans remettre en cause le fond des législations applicables. À chaque instant, nous imposerons la préservation de l'intérêt historique, artistique, architectural et symbolique du monument. Il ne vous convainc pas, le ministre de la Culture, Alain Schmitz, quand il s'exprime à la tribune du Sénat, on le voit, c'était le 27 mai dernier. Alors, je pense qu'il est revenu à la manœuvre, ce qui n'était pas le cas lors de l'étude du premier projet de loi où on sentait bien que le ministre de la Culture avait été dépossédé, purement et simplement. Là, il a véritablement retravaillé son dossier. Mais je dirais, peut mieux faire, en quelque sorte, tellement ce caractère d'exemplarité, comme je le soulignais, est important pour nous tous. C'est, si vous voulez, une vitrine de ce que l'État est en droit de faire. Donc, il doit s'imposer à lui-même ce qu'il impose aux autres, et notamment, et Dominique vient de le rappeler, ainsi que Didier, aux plus petites de nos collectivités. Voilà. Donc ça me semble essentiel. Et surtout qu'on sait faire. Il n'y a pas de souci dans ce domaine. Cela dit, c'est ce que je vous disais du travail interministériel qui n'est pas allé jusqu'au bout, je pense. Et malgré tout, il y a un paragraphe où il précise bien qu'ils ne reviendront pas, enfin un peu ce qu'il a dit là, c'est-à-dire qu'il y a les grands principes de protection de la santé, de l'environnement, etc., seront respectés. Et donc, quelle que soit l'ordonnance qui prescrirait une dérogation, elle ne pourra pas se faire à n'importe quel prix. Il s'engage aussi à respecter les accords internationaux et donc on entend par là évidemment l'UNESCO. C'est dommage que le terme UNESCO n'apparaisse pas, le terme Venise n'apparaisse pas dans le texte. Ça, je pense que le Sénat proposera de le remettre. Mais il y a quand même une grande avancée sur les limites aux dérogations que les ordonnances pourraient proposer. Un point important qui a été retenu par le gouvernement, c'est la saisine de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Nous parlions tout à l'heure des commissions régionales. La Commission nationale sera bien saisie. C'est dans le cadre de l'article 8. Et ça, c'est un gros progrès parce que c'est nous-mêmes, c'est le Sénat qui l'avait proposé. Ouais. Où en est-on du débat autour de la reconstruction de Notre-Dame? Est-ce que ça doit se faire à l'identique? On a du mal à s'y retrouver dans ce qui a été voté, pas voté entre le Sénat et l'Assemblée. Il ne devrait pas y avoir de débat. La loi est la loi. La cathédrale est protégée monument historique. Elle doit être restaurée. En plus, la flèche existe encore en partie puisqu'il y a les sculptures dans l'état dans lequel elle était au matin de l'incendie. De plus, encore une fois, l'UNESCO a protégé, nous avons accepté, nous avons même déposé un dossier de classement des berges de la Seine à l'UNESCO qui sous-entend que
qui implique que nous conservions Notre-Dame dans son état. Il ne devrait pas y avoir de débat. D'ailleurs, je pense quand même qu'effectivement, on évolue de plus en plus à petite touche, parce que l'exécutif ne veut pas se dédire, mais on évolue vers la bonne solution, qui sera de ne pas faire une flèche qui serait complètement fantaisiste, évidemment pas un toit fantaisiste, qui sera une restauration, parce que c'est une restauration, ce n'est pas une reconstruction, dans le plus proche possible de l'état visuel, comme voulaient l'avoir beaucoup de parlementaires. Dans les temps promis par le chef d'État, dans les 5 ans Ça, il faut demander aux experts qui sont en train d'examiner le monument si c'est possible, parce que apparemment, il y a quand même des gros problèmes avec le calcaire qui a surchauffé pendant l'incendie. Et me disait un scientifique il y a quelques jours, si on restaure trop vite et qu'au bout de 15 ans, on est obligé de remettre des échafaudages, reconsolider certaines parties, où sera le gain ? Alain Schmitz, la polémique est terminée, on va reconstruire à l'identique. Oui, la restitution à l'identique, ça me semble être fondamental parce que les centaines de milliers de personnes qui ont donné ont donné spontanément sous le coup de l'émotion pour une restitution à l'identique. À ce moment-là, on ne parlait pas des abords, il y avait l'édifice qui avait subi ce dommage considérable, et donc pour eux, ça allait de soi. Et donc s'il n'y a pas une restitution à l'identique, c'est la remise en cause de l'intention des donateurs. Donc vous voyez la complexité, et à ce moment-là, il faudrait réinterroger les donateurs au vu du projet qui serait à ce moment-là porté par le gouvernement. Dominique Vérien. Alors, je considère en tout cas que c'est aux professionnels de travailler sur le sujet, et donc moi, en tant que simple sénatrice, je ne me permets pas d'avoir un avis. Le seul avis que je peux avoir, c'est qu'a priori, il est plus simple et plus rapide, pour le coup, si on choisit le choix de la rapidité, de refaire à l'identique, parce qu'on a déjà les plans. Parce qu'un géomètre a eu une très bonne idée de faire le levé de toute la charpente, et donc on peut la refaire à l'identique. C'est quelque chose de facile, et que ça ne remet pas en cause les équilibres au niveau du poids, etc. pour le monument. Donc ce serait le plus rapide. Pour autant, là, je considère que c'est pas en tant que sénatrice que je dois dire, mais qu'il doit y avoir un vrai débat, effectivement, d'experts, et que l'UNESCO n'est pas aussi bloqué que ça sur une reconstruction à l'identique. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils soient associés et que, effectivement, leur avis soit tout à fait respecté. Alors, l'UNESCO n'est pas si bloqué que ça, peut-être parce que Mme Azoulay, qui était ministre de la Culture quand le rapport sur l'incendie a été mis de côté, est maintenant à la tête de l'UNESCO. Je crois que l'UNESCO, moi j'ai rencontré au moins l'ancien responsable patrimoine de l'UNESCO quand la ville de Paris, quand les berges ont été classées, et bien sûr que si, pour l'UNESCO, je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute sur le fait qu'on doit reconstruire à l'identique. C'est la loi en plus. Enfin, c'est la charte de l'urbanisme que nous appliquons. Je pense qu'il n'y a pas besoin de sénateurs, je pense, ou spécialistes pour le dire. C'est simplement la loi. C'est simplement la loi. Alain Schmitz, vous évoquiez les donateurs. Où en est-on justement de la souscription nationale? Là aussi, que dit le projet de loi? Alors, il est important de respecter la volonté des donateurs. Donc, c'est pour ça que nous souhaitons qu'une convention, et ça va être discuté en commission dans quelques instants, nous souhaitons que justement une convention puisse être signée avec les fondations, que ce soit la Fondation du patrimoine, la Fondation de France, la Fondation Notre-Dame, pour que cette volonté des donateurs soit infiniment respectée. En l'état actuel, rien ne laisse supposer qu'il n'y aura pas de restitution à l'identique. Comme nous l'avions dit, nous souhaitions garder ce visuel de Notre-Dame auquel nous sommes tous les uns et les autres mondialement, j'allais dire, attachés. Et alors ensuite, évidemment, un débat pourra s'instituer peut-être avec ce que nous avons appelé les grands donateurs, pour lesquels d'ailleurs c'est un engagement de principe, mais après ça se fera au fur et à mesure de l'état d'avancement, dès lors que leur souhait à eux, grands donateurs, sera respecté. Ces dons, ils sont réels, ou il y a eu aussi cette polémique autour de, soit on a trop de dons, soit ce sont des intentions, et finalement, au final, on n'aura peut-être pas assez d'argent. Au moins, que ce soit Alain ou moi, nous pouvons parler pour la Fondation du patrimoine. Les personnes qui ont fait ces promesses de dons sont vraiment réelles, il n'y a aucun problème. Cet argent va arriver. Par contre, il est vrai qu'il est clair qu'il faut une convention. Aujourd'hui, la loi peuvent faire une convention. Il faut qu'au moins pour les 3 fondations qui sont censées recueillir la souscription, ce ne soit pas peuvent, mais doivent faire l'objet d'une convention. C'est pas très très difficile, je pense, à évoluer et à faire que les fondations soient satisfaites.
Pardon, Alain Schmitz. Ce qui me semble prématuré, c'est le débat de savoir s'il y a trop d'argent ou non. Non, il n'y a pas trop d'argent du tout. Actuellement, par exemple, au niveau de la Fondation du patrimoine, c'est 90 000 euros qui a été donné donc par les particuliers, si vous voulez. Bon, les entreprises, le milliard, si vous voulez, on en est très loin. Oui, on est très loin du milliard. Il y a simplement des déclarations d'intention de la part des grands mécènes et de certaines entreprises. J'imagine assez mal que les grands mécènes qui ont promis à eux seuls 800 millions ou 600 ou 700 millions fassent marche arrière. C'est pas possible. Simplement, il est logique que l'argent arrive au fur et à mesure et toutes les fondations disent que c'est normal. Donc, premièrement, je pense qu'il y aura d'abord suffisamment d'argent. Peut-être trop, et c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas prévu ce trop, parce que ça peut arriver. Pourquoi est-ce que le prévoir n'implique pas qu'on sera obligé de l'utiliser, enfin d'avoir trop S'ils l'ont prévu. S'ils l'ont prévu, ils ont prévu de le garder pour l'entretien. Et c'est en ça qu'on n'est pas d'accord d'ailleurs. Est-ce qu'il faudra en faire pour d'autres, la restauration d'autres... Ça sera exclu justement, nous précisons bien justement dans les amendements que je vais déposer qu'en aucun cas l'entretien de Notre-Dame ne doit être pris sur les dons qui ont pour vocation unique la restauration de la cathédrale. Et donc idem pour les aménagements des abords. La loi d'ailleurs ne prévoit que la restauration et la conservation, elle ne prépare pas l'entretien. Tout à fait. Alors je voudrais vous entendre, mesdames, messieurs, sur un autre point. Ce sont les révélations de Mediapart qui révèlent qu'il y a des taux de plomb jusqu'à 700 fois supérieurs au seuil autorisé. Ça a été mesuré aux alentours de Notre-Dame de Paris presque 3 mois après l'incendie. On voit d'abord les explications de Marie Brémaud. Dans ce combat, c'est parole contre parole. D'un côté, l'autorité régionale de santé qui, le 9 mai et le 4 juillet, via des communiqués, a voulu rassurer les Parisiens sur les taux de plomb suite à l'incendie de Notre-Dame. L'autorité régionale de santé, l'ARS, affirme qu'il n'y a pas de risque sanitaire lié au plomb en matière de qualité de l'air et que la qualité de l'air reste bonne. Oui, mais voilà, il y a quelques jours, Mediapart a publié les chiffres. Des taux de concentration au plomb 400 à 700 fois supérieurs au seuil autorisé ont été relevés sur les sols à l'intérieur et aux alentours de la cathédrale Notre-Dame. L'association environnementale Robin des Bois avait alerté les autorités dans les jours qui ont suivi l'incendie. Elle dénonce aujourd'hui la loi du silence qui prévaut depuis plus de 2 mois. Tout va bien, tout va bien. La préfecture de Paris, agence régionale de santé, mairie du 4e, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est que le tourisme continue, que les bateaux-mouches passent, que les terrasses de café soient pleines et la santé du public, ça passe derrière. Les risques sanitaires liés au plomb sont bien connus, comme le saturnisme, des effets graves qui attaquent le système nerveux, mais qui peut aussi atteindre les globules rouges et le système digestif. Là aussi, l'association dénonce un manque criant de réactions adéquates. Depuis le début, il aurait fallu, compte tenu des centaines de tonnes de plomb qui étaient en incandescence, évacuer les quais, empêcher les attroupements, dire sur les radios publiques qu'il ne fallait pas rester sur les terrasses dans les arrondissements en aval du panache. Si l'agence régionale de santé se veut rassurante, elle continue tout de même d'appeler les riverains à des mesures de précaution comme se laver les mains régulièrement. Les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont invités à ne pas se rendre à proximité de la cathédrale. Dominique Verrien, vous en avez parlé en commission de cet aspect. Est-ce qu'il y a des précautions finalement qui auraient dû être demandées aux riverains, aux écoles alentours et qui n'ont pas été prises par les autorités selon vous ? Écoutez, non, nous n'en avons pas parlé en commission, effectivement. Peut-être qu'il y a des précautions qui seraient à prendre. Effectivement, il y a eu du plomb de toute façon. Alors après, on sait aussi que le plomb, c'est le fait d'être... Et c'est pour ça que je pense plus aux riverains, moi, qu'aux touristes, parce que c'est le fait d'être en contact de façon régulière avec le plomb. C'est comme l'amiante, c'est pas parce qu'on croise une fois de l'amiante qu'on va avoir une maladie. Par contre, si tous les jours, on est au contact avec l'amiante, là, on a un vrai risque. Et donc, je pense plutôt aux riverains mais pour être riveraine, j'avoue n'avoir reçu aucun message concernant le plomb. Donc c'est une affaire à suivre, mais je n'ai pas d'avis non plus très tranché sur ce point. Je pense que c'est l'agence régionale de santé. Moi, je serais enclin évidemment à attendre ces préconisations, ces analyses, ces expertises pour en tirer les conclusions. Or, vous avez vu qu'il considère que s'il y a eu un problème, aujourd'hui, il n'y en a plus, mais il faut rester extrêmement vigilant. Et alors, je voudrais dire que dans le cadre du projet de loi et des modifications
modifications qui ont été apportées par le gouvernement, les commerçants et les riverains feront partie d'une commission, justement, ils seront associés, si vous voulez, aux travaux, notamment portant sur les abords de la cathédrale. C'est une nouveauté, nous l'avions préconisé, certains de nos collègues l'avaient préconisé, et ça a été retenu par le gouvernement dans ce nouveau projet de loi. Ouais. Didier Rickner. Je dois dire que je ne suis pas du tout spécialiste du plomb, ni spécialiste médical. Je suis toujours un peu inquiet quand j'entends les officiels dire tout va bien, parce que dans bien des cas, on a vu que ce n'était pas le cas. Je me rappelle du nuage de Tchernobyl, etc. Maintenant, j'ai cru comprendre aussi que le plomb n'était pas dans l'air, mais il était sur le sol. Donc effectivement, comme le disait, c'est plus les riverains, peut-être. Je serais riverain, je m'inquiéterais un petit peu quand même. Ouais. Sophie Laurent. Oui, je crois que le plomb, c'est une pollution par contact. Donc c'est plutôt, à la limite, les gens qui travaillent à Notre-Dame qui ont plus de risques. C'est prévu normalement. C'est-à-dire que quand j'ai voulu aller voir Notre-Dame, on m'a dit attention, il y a trop de plomb. Mais même les riverains, un spécialiste des couvertures au plomb gothique me disait que on avale tous du plomb parce que les canalisations de Paris sont pleines de plomb. Donc ça ne changera pas grand-chose d'habiter à 200 mètres de Notre-Dame. Par contre, peut-être que ceux qui effectivement les manipulent ont intérêt à se protéger, parce qu'à cause de la répétition, comme vous disiez. Parce qu'on a commencé ce débat en parlant de l'article 9, et on a entendu le président de l'association Robin des Bois, Jackie Bonnemas, qui fait le lien justement entre cet article 9 et c'est une potentielle contamination au plomb. Écoutez-le. Et on continue à se battre contre la loi spéciale Notre-Dame. Nous constatons que l'article 9 qui autorisait différentes dérogations sur les transports des déchets ou des matériaux nécessaires à la reconstruction et surtout des dérogations sur l'environnement avec explicitement des rejets possibles dans la Seine d'eau polluée. Nous constatons que cet article 9 bénéficie d'une nouvelle version qui est très alambiquée, mais bon, c'est un léger progrès, mais un progrès insuffisant. Que lui répondez-vous, Alain Schmitz, justement? C'est exactement ce que j'ai dit, peut mieux faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des progrès en matière de voirie, d'urbanisme et d'environnement. Nous sommes opposés justement là à ces dérogations de la part du gouvernement. Alors là, il parle, et à juste titre, de l'acheminement et puis également du retrait de tous les matériaux qui sont aujourd'hui retirés de la cathédrale et qui sont entreposés sur le parvis pour analyse. Donc là, il faudra être extrêmement vigilant. Alors, en fait, effectivement, du côté du patrimoine, il y a eu des progressions évidentes. C'est plutôt mon sujet. Maintenant, je suis aussi citoyen. Sur l'environnement, ça m'inquiète. Sur l'environnement, il y a aussi, et ça a été cité par le ministre, sur le fait des carrières. Parce qu'il y a des problèmes de pierre, on peut l'imaginer, pour trouver des pierres, etc. Mais donc, on va déroger pour aller plus vite au fait d'ouvrir de nouvelles carrières. Mais ça peut être très dangereux pour l'environnement. On ne peut pas faire des carrières n'importe comment. Donc je pense qu'on devrait respecter la loi et prendre le temps. S'il faut 1 an pour ouvrir une carrière, on prendra. Et bien, on fera autre chose. Mais il y a un vrai problème de ce côté-là, je pense. Je pense qu'on peut raccourcir des délais malgré tout. Ça, c'est un autre sujet. Et puis, il y a quand même ce chapitre qui précise que le principe de la charte de l'environnement et la protection des intérêts pour le code de l'environnement, notamment en matière de santé, de sécurité, de salubrité publique, de protection de la nature, de l'environnement, des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France, c'est ce que je disais. Donc, malgré tout, même si, on le sent, le ministère de la Culture n'a pas réussi à obtenir toutes les dérogations que les autres ministères voulaient avoir, il leur a mis quand même un véritable carcan dont ils ne pouvaient pas sortir pour être sûr qu'on n'ait pas ce problème d'environnement ou de santé publique derrière. Bien, merci à vous, Dominique Vérien. Merci, Sophie Laurent. Merci, Didier Rickner, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Alain Schmitz. Je rappelle, la prochaine étape, réunion de la commission et examen pour une nouvelle lecture en séance. Ce sera mercredi. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation se poursuit pour les partisans de la privatisation d'Aéroports de Paris. Les parlementaires communistes exigent une véritable campagne d'information dans les médias du service public. Écoutez à ce propos Éliane Assassi, c'est la présidente du groupe communiste au Sénat, et Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF. Il était au micro de Marvin Guglielmietti. Nous avons des grands événements aussi à la rentrée, tels que la Fête de l'Humanité, où il y aura plusieurs stands qui seront dédiés au recueil des soutiens. Dans les localités, il y a des permanences qui sont organisées. Il y a par exemple la Marée Populaire qui organise une conférence de presse ce jeudi prochain. Donc je crois que toute cette dynamique va permettre effectivement à ce que des milliers et des milliers de gens puissent encore soutenir la demande de référendum et que nous puissions atteindre les 4,7 millions de soutiens. On a vraiment l'impression que
le gouvernement est mal à l'aise avec cette demande de référendum. On dirait qu'ils ont une maladie honteuse. Ils ne veulent pas parler du site internet qui est mis en place par le ministère de l'Intérieur. Il est difficilement accessible. Nous avons demandé qu'il y ait une campagne de communication à travers l'audiovisuel public. Bref, sur toutes ces réponses, sur toutes ces questions, il n'y a pas de réponse. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur LR de Paris, Philippe Dominati. Philippe Dominati, la campagne pour un référendum autour de la privatisation d'Aéroports de Paris va atteindre le demi-million de signatures, 500 000 signatures au bout quasiment d'un mois de mobilisation. Comment vous jugez le début de cette campagne ? Écoutez, très significatif parce que la campagne n'a pas commencé en réalité. C'est vrai que les délais administratifs ont commencé, donc le temps s'écoule. Mais d'une part, le gouvernement ou l'exécutif n'a pas fait de campagne particulière et c'est un peu anormal puisque c'est la première fois qu'un référendum de ce type-là se produit en France. Il y a des organismes nationaux ou gouvernementaux qui sont là pour ça, ils font rien, on n'entend strictement rien, il n'y a pas de publicité nationale. Et deuxièmement, on est un peu dans la torpeur de l'été. 1 demi-million de signatures, c'est déjà très important. Il est évident que si c'est à ce rythme-là, le nombre de signatures sera largement dépassé. Mais dans mon esprit, la campagne ne va commencer qu'en septembre. D'accord. Donc il faut laisser passer l'été. Alors vous êtes plutôt confiant. Vous parliez de communication. Est-ce que vous souhaitez, comme vos collègues communistes, une campagne de communication sur France Télévisions ? Je crois qu'il y a suffisamment de campagnes institutionnelles pour que celle-là en vaille la peine. En tout cas, l'initiative du référendum, puisque le président de la République dit qu'il veut même abaisser le seuil, mériterait un peu plus d'éclat de la part des services gouvernementaux. On comprend très bien que ça gêne, parce qu'en réalité, il n'y aura pas de raison d'être de ce référendum. C'est le Sénat et la majorité sénatoriale qui a provoqué cette situation de fait face à un très très mauvais dossier proposé par le gouvernement. Est-ce que vous considérez que le gouvernement met des bâtons dans les roues des organisateurs de ce référendum, notamment avec le site internet qui est jugé difficile d'accès ? En tout cas, il ne met pas d'enthousiasme. Non, on ne peut pas dire qu'il y ait des bâtons dans les roues, mais enfin, il y a des bugs. Il faut défricher le terrain, ça n'a jamais été fait. Il y a un partage des rôles entre le Conseil constitutionnel et le gouvernement. C'est vrai qu'il n'y a pas d'enthousiasme délirant. Et alors justement, est-ce que vous êtes favorable à faire évoluer cette procédure un peu novatrice de référendum initiative partagée en l'assouplissant Oui, je pense que ça peut être une bonne chose. On voit l'intérêt que ça suscite. C'est un dossier quand même très technique. Si le Sénat et la majorité sénatoriale s'est braqué sur ce sujet, c'est pour des raisons techniques essentiellement. Et donc si on est allé aussi loin, c'est parce qu'on est révolté de la manière dont le gouvernement a étudié ce dossier. Et donc ça vaut la peine parce qu'on voit très bien que ça suscite immédiatement l'intérêt, c'est concret. Et je vous ferai remarquer que dans peu de temps commencent les élections municipales à Paris et dans les communes aux alentours. Il s'agit du patrimoine presque municipal, régional et national. En l'occurrence, ça va être un sujet de campagne incontestable. Il y a 12 députés de LRM plus 2 alliés, donc 14 à Paris, qui ont voté pour ce texte. On va voir ce que ça donne auprès des citoyens. Donc ça va être un enjeu local. Alors l'idée circule de transférer les parts de l'État dans l'aéroport de Paris aux collectivités d'Île-de-France. Ce serait une troisième voie de sortie, une voie de compromis. Est-ce que vous y êtes favorable ? C'est une solution de rattrapage pour que l'État ne perde pas la face. Le problème, il n'est pas de transférer ou pas transférer. C'est vrai que la région aurait dû jouer un rôle moteur. On ne comprend pas l'absence de leadership de la région Île-de-France qui aurait dû saisir ce dossier plutôt que de l'accompagner sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Il y a plein d'incohérences. Moi, en tant que rapporteur sur la sécurité, j'ai étudié ce matin pourquoi la police et les services de sécurité payent des loyers exorbitants à l'aéroport de Paris alors qu'ils ne les payent pas à la SNCF. Pourquoi il y a un système de télécommunication où on paye encore plus cher. Il y a beaucoup de choses concernant l'État régalien qui ne sont absolument pas étudiées dans ce dossier. Très bien. Merci beaucoup Philippe Dominati d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre. Et j'accueille à présent Tam Tranui, journaliste parlementaire à Public Sénat. Bonjour Tam, avec vous, on va revenir sur l'affaire Benalla, puisque dans Le Monde, c'est le juriste Jean-Philippe Derosier qui juge bien que la crainte d'une justice aux ordres paraît devenir réalité. Pour lui, c'est comme ça qu'il explique d'ailleurs la décision du procureur de la République de Paris de classer sans suite les poursuites contre les 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron
Patrick Stroda, Alexis Kohler et le général Lavergne. Petit retour en arrière, qu'est-ce qui était reproché à ces collaborateurs de l'Élysée, Tam ? Eh bien, ces 3 collaborateurs, ces 3 hauts fonctionnaires de l'Élysée, ils ont été auditionnés lors du travaux de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla. Et à l'issue des travaux, les sénateurs ont jugé que ces 3 hauts fonctionnaires n'avaient pas dit toute la vérité. Écoutez d'ailleurs Jean-Pierre Sueur, c'était le 20 février dernier à l'issue des travaux de la commission d'enquête. Nous demandons que pour les collaborateurs de l'Élysée précités, le parquet soit saisi au nom d'omissions, d'incohérences et de contradictions et au nom du fait que les personnes concernées ont retenu une part significative de la vérité à la commission. Alors ça, c'était l'avis du rapporteur de la commission d'enquête. Cela avait donc été suivi des faits puisque le Sénat avait choisi donc de saisir la justice. Effectivement, le bureau du Sénat avait choisi de suivre la commission d'enquête et voilà exactement ce qu'il avait décidé. Le bureau avait demandé au président du Sénat de signaler au ministère public la suspicion de faux témoignages constitués par les déclarations de M. Patrick Stroda, directeur de cabinet du président de la République, sur le périmètre des missions confiées à Alexandre Benalla. Notez d'ailleurs que dans ce communiqué du bureau, Alexis Kohler, le général Lavergne, n'était pas trop mentionné. On ne parlait pas de faux témoignages à leur propos. Les sénateurs avaient préféré ne pas trop se mouiller et baisser d'un ton. En revanche, il est clairement reproché à Patrick Stroda de n'avoir pas parlé des responsabilités d'Alexandre Benalla en matière de sécurité à l'Élysée et même de les avoir niées. Or, une note de service interne à l'Élysée avec la fiche de poste d'Alexandre Benalla précise bien qu'il est en charge, je cite, de la coordination des services en charge de la sécurité du président de la République. Il y a donc des raisons de penser que Patrick Stroda a fait un faux témoignage. Est-ce que pour autant, la décision du procureur de la République de ne pas le poursuivre doit nous faire douter de l'indépendance de la justice ? Alors c'est très clairement ce que pense Jean-Philippe de Rosier, un juriste constitutionnaliste proche du Parti socialiste dans sa tribune du Monde. Il démonte la décision du procureur de Paris, Rémi Heitz, qui a été nommé assez récemment, qui dit en gros, oui, Patrick Stroda n'a pas dit toute la vérité, mais comme il s'appuie sans cesse sur cette note interne de l'Élysée, où justement figure la vérité, il n'y a pas vraiment de raison de le poursuivre. Alors pour Jean-Philippe de Rosier, cet argumentaire ne tient absolument pas. Il rappelle que par ailleurs, les sénateurs ont dû batailler pour obtenir cette fiche de poste et il termine en disant que le procureur de Paris a été choisi en raison de son profil politique et que lors de sa nomination, beaucoup ont fustigé l'intervention directe de l'exécutif. De quoi ressortir une énième fois ce serpent de mer, c'est lui aussi, de l'indépendance du parquet, Tam. Et oui, en France, les magistrats du parquet, les procureurs sont chargés de l'application de la politique pénale du gouvernement et sont donc nommés sur proposition de l'exécutif. Rappelons que la Cour européenne des droits de l'homme ne reconnaît pas le parquet comme une autorité judiciaire car il n'offre pas de garanties suffisantes en matière d'indépendance et d'impartialité. Les politiques, il est vrai, quand ils sont dans l'opposition, sont toujours en train de critiquer le manque d'indépendance du parquet et réclament toujours plus d'indépendance pour ce dernier. Mais quand ils sont au pouvoir, c'est toujours une autre histoire. D'ailleurs, l'automne dernier, Emmanuel Macron s'est prononcé très clairement pour bien garder ce lien entre le parquet et l'exécutif. Merci beaucoup, Tam, pour vos explications. Je vous le disais en titre, la pénurie de médicaments prise au sérieux par les autorités. Le gouvernement a présenté ses pistes pour enrayer les ruptures de stock. Plus de coordination, mais pas de sanctions. Alors que le Sénat tirait déjà la sonnette d'alarme dans un rapport datant de 2018. Fabien Recker. Ces dernières semaines, c'est la cortisone qui est venue à manquer. Cette pharmacienne, habituée des pénuries, a dû se débrouiller pour satisfaire ses clients. On s'est rabattu sur un dérivé où il fallait changer le dosage parce qu'il fallait diviser par 7 pour avoir le bon dosage. Mais bon, ça a été plus compliqué. En 2018, l'Ordre des pharmaciens comptabilisait 431 médicaments en rupture de stock. Des vaccins, des traitements contre la maladie de Parkinson, mais aussi des anticancéreux, dont la pénurie compromet les chances de guérison des patients. Ce porte-parole des usagers du système de santé pointe la responsabilité des laboratoires. On a les pénuries au long cours, typiquement médicaments contre le Parkinson par exemple récemment, les pénuries au long cours qui sont principalement dues à des stratégies financières de la part des industriels. Et après on a des pénuries qu'on appelle plutôt pour nous des ruptures qui sont dues à un fonctionnement de la chaîne de dispensation à flux tendu. Une fragilité de la chaîne de production et de distribution déjà soulevée par un rapport du Sénat l'année dernière. Les sénateurs pointaient aussi le manque d'indépendance sanitaire de la France face à une forte concentration de la production en Chine et en Inde. Dans sa feuille de route rendue publique lundi,
La ministre de la Santé veut renforcer la transparence et la coordination, notamment européenne, afin de prévenir les risques de pénurie. On ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Yves Daudigny. Bienvenue à vous, sénateur socialiste de l'Aisne. Vous avez présidé cette mission d'information, on va en parler, sur la pénurie de médicaments et de vaccins au Sénat. Avec nous également Thomas Borrell. Bonsoir. Vous êtes directeur des affaires scientifiques du LEM, c'est l'organisation professionnelle des entreprises du médicament. Et puis Jean-Pierre Thierry est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes médecin spécialisé en santé publique, conseiller médical de France Assos Santé. C'est une association qui représente des patients et les usagers aussi de notre système de santé. Yves Daudigny, on voit aujourd'hui que le gouvernement a dévoilé ses pistes pour faire face à cette pénurie de médicaments. Je le disais, le Sénat avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Comment réagissez-vous à ces annonces ? Il y a aujourd'hui une grande part de satisfaction. Nous avons, Jean-Pierre Decolle et moi-même, le sentiment que nous n'avons pas travaillé de façon inutile. Notre diagnostic est aujourd'hui reconnu, il date d'un an. Et l'ensemble des propositions formulées ce matin par la ministre des Solidarités et de la Santé reprend très largement les préconisations que nous avions formulées dans notre rapport. Donc un sentiment aujourd'hui de satisfaction. Il reste maintenant bien sûr à concrétiser et à attendre le mois de septembre, la première réunion. On va y venir dans le détail, puisque la satisfaction n'est pas partagée par tous. Jean-Pierre Thierry, je voudrais quand même qu'on parle concrètement de cette pénurie, puisqu'il y a quasiment un quart des Français qui a déjà été confronté à ce problème. Quand on parle de pénurie de médicaments, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, oui, effectivement, vous citez notamment un sondage qui a été réalisé par France Assos Santé, qui a été publié en janvier de cette année, et qui reprend ces chiffres. Donc ces chiffres, ils sont pour l'officine. C'est moins visible à l'hôpital, mais les Français, et l'information est remontée à travers nos associations, puisque beaucoup sont touchés, sont face aux pharmaciens qui leur expliquent que le médicament n'est pas disponible. Alors, heureusement, il peut y avoir des solutions. Mais ce qu'on observe depuis quelques années, progressivement, c'est que ces pénuries sont de plus en plus longues et de plus en plus importantes. Donc il y a une grave préoccupation de la part des Français qu'on a enregistrée sur un sujet extrêmement sensible. Thomas Borrell, comment vous expliquez-vous cette pénurie de médicaments ? Écoutez, d'abord, ce que je voudrais, c'est moi aussi saluer, après l'excellent travail des sénateurs Decolle et Daudigny, le fait qu'aujourd'hui, il y ait une feuille de route qui soit portée par le gouvernement et par la ministre de la Santé. C'est très important parce qu'évidemment, le sujet des pénuries, c'est aussi un problème pour les industriels. Et ne pas faire face ou ne pas répondre à leur mission de mettre à disposition des médicaments pose quelques difficultés, assurément, au quotidien. La situation n'a jamais été vraiment anticipée. On ne la découvre pas. Je parlais du rapport des sénateurs. Alors, la situation s'est aggravée indéniablement ces dernières années. Elle s'est aggravée en France, mais aussi partout dans le monde, parce que c'est un sujet qui n'est pas un sujet français, c'est un sujet international. Et une des raisons majeures des pénuries ou des ruptures de stock de médicaments, c'est la différentiel qui existe, si vous voulez, entre l'offre, donc la capacité de l'industriel de produire des médicaments, et la demande qui ne fait que croître au niveau international. Et quand vous avez des pays à forte démographie comme la Chine qui décident d'avoir des politiques d'accès aux soins beaucoup plus conséquentes que ce qu'elle ne faisait jusqu'à maintenant, la capacité pour l'industriel de mettre à disposition ses produits de façon plus importante n'est pas si facile que ça et prend du temps. Parce que ces entreprises sont des entreprises qui sont normées, technologiquement complexes, avec des éléments de sécurité sanitaire extrêmement importants à respecter. Et c'est une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles le différentiel entre l'offre et la demande est assurément aujourd'hui un problème et une cause possible de ces pénuries. Yves Daudigny, vous, quelle est votre explication justement de ces pénuries ? Les raisons sont diverses. Elles tiennent à toute la chaîne du médicament, du niveau de la fabrication, des substances actives qui proviennent toujours pour l'essentiel donc du Moyen-Orient, de Chine ou de l'Inde, et puis ensuite à des perturbations qui peuvent arriver au niveau de la distribution entre les laboratoires, les grossistes répartiteurs, les officines et les pharmacies d'hôpital. Donc il est nécessaire d'intervenir sur ces différents niveaux avec des objectifs d'ailleurs très variables. Réintroduire de la production de médicaments en Europe et en France, ce n'est pas du tout de même nature que donner plus de confiance entre les et plus de transparence entre les acteurs de la distribution à l'intérieur de la France. C'est pas sans conséquence, Jean-Pierre Thierry, sur la santé des patients, ces pénuries de médicaments. Oui, alors évidemment, encore une fois, ça a tout pour être un dossier très sensible politiquement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en France, il y a une forme de défiance qui est expliquée par une succession de scandales sanitaires ou de crises très liées aux médicaments. En deux, parce qu'on a une consommation malgré tout qui reste très élevée.
en 3 parce que les Français sont attachés aux marques de médicaments. Alors, je voudrais dire, il y a des aspects techniques dont M. Daudigny a parlé. Et puis sur la partie économique, ça ne suffit pas de parler de l'offre et la demande. En fait, on est face à un problème de difficulté de régulation majeure dans le domaine du médicament pour 2 raisons. Et c'est pour ça que la réaction des patients et des usagers va dans le sens des sanctions, parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que d'un côté, les médicaments récents, innovants, qui ne sont jamais en pénurie, sont devenus beaucoup trop chers, et donc on a des problèmes de rationnement potentiel. Et de l'autre côté, les médicaments usuels, qui a priori ne deviennent pas chers, rentrent en pénurie. Et donc, on voit bien que les mécanismes du marché, les mécanismes financiers jouent à plein. Donc ça, c'est assez bien documenté, on le regarde. Il y a un marché parallèle, il y a même un marché noir, en fait. Il n'y a pas de transparence suffisante. On ne sait pas où sont produits les médicaments. Et quand on regarde, on voit qu'on est face à des monopoles. C'est-à-dire 90% des principes actifs sont aujourd'hui fabriqués en Inde et en Chine. Cette information n'est pas disponible. Il suffit qu'il y ait un tremblement de terre quelque part ou une usine qui a un problème qui peut être rencontré au niveau fabrication, et ça c'est la FDA, la Food and Drug Administration américaine, ou l'agence européenne qui heureusement intervient pour régler le problème, pour avoir des pénuries qui vont toucher non pas obligatoirement toute la planète, mais qui vont se traduire quelquefois par une prise d'otage. Je parle du prise d'otage, juste laissez-moi terminer là-dessus. Augmenter le prix face à une pénurie n'est pas obligatoirement dans certains cas un bon calcul, puisqu'on va rentrer dans une spirale inflationniste qu'on est en train de constater dans plusieurs pays. Alors, plusieurs choses viennent d'être dites. Il y a un marché noir du médicament, ça manque de transparence, c'est ce que dit Jean-Pierre Thierry. Écoutez, je ne reprendrai pas ces propos. Je ne pense pas qu'il y ait de marché noir du médicament, ni en France, ni dans beaucoup de pays, et a fortiori parce que les entreprises du médicament sont très engagées dans des politiques justement de contrôle de ce marché, avec des outils pour tracer les boîtes. Après, le problème de la transparence, il existe sur la transparence de l'état de disponibilité des médicaments dans une chaîne qui est effectivement une chaîne mondialisée. Entre la production d'un principe actif en Inde, entre la fabrication d'un médicament par l'industriel, un industriel. Et ensuite, entre la distribution, la chaîne de distribution avec des grossistes et des dispensateurs, il y a effectivement un problème de communication sur l'état de disponibilité des médicaments. Et c'est un des éléments que soulève la feuille de route de la ministre. Et c'est très bien d'améliorer cette transparence parce que plus ce sera le cas, plus on sera en capacité, les uns et les autres, de la chaîne de soins, d'anticiper et de mieux répondre aux besoins des patients. Après. Alors, allez-y, je vais juste revenir sur ce que vous disiez, Jean-Pierre Thierry. Par ailleurs, il y a d'autres sujets de transparence qui étaient évoqués, tel que je le comprends, sur la question de la transparence des prix. C'est encore un autre sujet. Je voudrais quand même juste battre en brèche une idée qu'on entend parfois un peu et de façon, je considère, non fondée. C'est que les politiques de disponibilité des médicaments ne sont pas des politiques qui sont drivées par des questions de prix en premier lieu. C'est-à-dire que on n'arrête pas un médicament quand on est un industriel. Pas toujours, dit. Pas toujours. Je vais laisser monsieur le sénateur compléter, mais on n'arrête pas un médicament quand on est un industriel, parce que le médicament n'est pas vendu assez cher dans un pays. Et quand ça se fait, je tiens à le préciser aussi, ça se fait sous un cadre réglementaire très précis qui nécessite pour l'industriel d'informer 1 an avant l'agence du médicament de cette décision. Yves Daudigny, est-ce qu'on pourrait imaginer aussi un système dans lequel on n'est pas dépendant justement de l'un de ces pays qui sont à l'origine de ces principes actifs? Est-ce qu'il ne faut pas un peu aussi renationaliser la production de médicaments? C'était un des objectifs fixés, renationaliser la production de médicaments, ou au moins réintroduire en Europe, puisque dans un cadre économique qui serait celui de l'Europe. Alors, pour revenir sur les exemples, en oncologie, on nous dit 35 molécules donc essentielles sont fabriquées par 3 laboratoires, et toutes en Orient et essentiellement en Chine. Voilà la description qui vient illustrer ce qui a été dit. Alors, pourquoi les entreprises sont-elles aujourd'hui en Orient? Parce que la main-d'œuvre est moins chère, mais ce n'est pas la seule raison. Elles y sont aussi parce que les contraintes environnementales et de sécurité, ils sont beaucoup moins fortes que celles qui sont appliquées aujourd'hui en Europe et en France. Donc c'est un sujet d'une grande sensibilité. Et comme il a été dit, les contrôles ne sont faits aujourd'hui que c'est-à-dire que la commercialisation se fait quand même. Ces médicaments qui sont fabriqués dans ces pays arrivent quand même sur le marché français? Oui, bien sûr. Ce sont les substances actives qui vont servir ensuite à la fabrication des médicaments. La fabrication des médicaments étant, elle, un peu plus répartie sur l'ensemble des continents, mais étant aussi importante en Orient. Jean-Pierre Thierry, pardon. Juste techniquement, Thomas Borel a raison. J'ai dit marché noir pour plus de compréhension, mais en fait, dans la littérature, on parle de marché gris et techniquement, ça s'appelle un marché parallèle. Il se trouve qu'en Europe, on n'a aucun contrôle réglementaire sur les flux transfrontaliers jusqu'à une date récente. Ça veut dire que des grossistes répartiteurs peuvent décider
de vendre au plus offrant. Et il peut y avoir un effet de stockage dans certains pays. Il peut y en avoir un lié à la peur du Brexit, par exemple. Juste pour dire, les Belges viennent de passer une loi pour obliger les grossistes répartiteurs belges à servir d'abord le marché intérieur avant de vendre au plus offrant en transfrontalier au niveau européen. Alors, Thomas Borrell, en ce type de ligne. Alors, oui. peut-être, effectivement, conviens que vous avez tout à fait raison, Jean-Pierre Thierry, et c'est un sujet. On est dans un marché européen. Vous avez une libre circulation des biens et des services. Et vous avez aujourd'hui des opérateurs économiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la chaîne pharmaceutique, qui achètent dans un pays où le produit est moins cher, où le médicament est moins cher, et qui vont aller le vendre dans un autre. Et donc ça provoque des dérégulations d'un marché qui est dans une situation de tension qui pose de nombreux problèmes. Si je peux me permettre, par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Deligny, c'est tout à fait exact, et simplement important de rappeler pour nos auditeurs que c'est bien les normes environnementales de production industrielle qui ne sont pas les mêmes dans ces pays-là et qui provoquent effectivement une industrie parfois à moindre coût, comme dans d'autres secteurs industriels. Par contre, les normes de sécurité des médicaments, du produit fini qu'est le médicament, là, pour le coup, restent les mêmes, quelle que soit la zone de production du principe actif. Un mot sur les prix. Il existe le prix facial qui est affiché pour tous les médicaments, pour l'ensemble des pays d'Europe, et pour chaque pays, il existe un prix négocié. En France, il est négocié par le Comité économique des produits de santé, le CEPS, que tous les personnes qui travaillent sur les médicaments connaissent bien. Et les ristournes, les remises, peuvent aller de 10, 20, 30, paraît-il, jusqu'à 70-80%. Et ça a une conséquence très importante, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas possible que s'établisse en Europe une coopération entre les pays qui permettrait d'avoir une négociation plus large avec les laboratoires, parce que chaque pays pense qu'il est le plus fort et qu'il obtient de meilleurs résultats à lui tout seul qu'il les obtiendrait s'il y avait une association de pays. Donc un point là très important. Alors, on parlait d'une piste dévoilée par le gouvernement aujourd'hui. Adrien Taquet, le secrétaire d'État, avait déjà présenté cette feuille de route. Je vous propose de l'écouter. C'était le 24 juin dernier. Permettez-moi de partager les 4 axes de cette feuille de route avec vous ce matin. Premier axe, promouvoir la transparence et la qualité de l'information afin de rétablir la confiance et la fluidité entre l'ensemble des acteurs, du professionnel de santé à l'usager bénéficiaire, évidemment. Second axe de cette feuille de route, lutter contre les pénuries de médicaments par des nouvelles actions sur tout le circuit du médicament. Troisième axe, renforcer la coordination nationale, mais aussi la coopération européenne, puisque c'est un phénomène qui touche désormais une bonne partie de nos voisins, afin de mieux prévenir les pénuries de médicaments à l'échelle nationale et du continent. Enfin, quatrième axe, mettre en place une nouvelle gouvernance, et cette nouvelle gouvernance sera mise en place dès septembre afin d'enrichir, de préciser cette feuille de route avec l'ensemble des acteurs concernés. Jean-Pierre Thierry, plus d'informations, de coordination, on voit cette feuille de route. Toujours pas de sanctions, c'était pourtant souhaité par certaines associations. Ah oui, la sanction, c'est la réaction spontanée face au constat que j'ai fait, c'est-à-dire de l'importance du médicament dans la vie des Français, et aussi la compréhension que, à la fois à travers la recherche clinique, pour certains à travers les dons, et à travers l'effort national, on est en attente d'une industrie, qui est l'industrie pharmaceutique, qui est une des plus rentables dans le monde aujourd'hui, comparé à d'autres secteurs, d'avoir un minimum de services. Bon, et parmi ces services, l'accès aux médicaments doit être évidemment garanti. Donc là, je dirais, il y a une à la fois sur les sanctions et sur les médicaments stratégiques que l'EM appelle de ses voeux, mais qui correspond aussi à une dimension de la décision publique qu'on trouve dans certains pays. On est face à quasiment une crise qui peut évoluer vers une guerre commerciale. Donc toute la coordination au niveau européen doit peser effectivement peut-être sur la relocalisation des moyens de production, mais aussi sur la transparence des prix. Et dans la transparence des prix, on rééquilibrera les moyens de négociation avec les industriels qui aujourd'hui sont largement défavorables, en tout cas pour les utilisateurs, pour les régulateurs et pour les payeurs. C'est la clé, ça, Thomas Borrell, justement. Si on veut éviter une guerre commerciale, il faut de la transparence dans les négociations sur les prix. Le sujet de la transparence des prix est un sujet très important. Je ne peux pas vous dire l'inverse. C'est pas le sujet là aujourd'hui. C'est pas le sujet fondamental. Le sujet, on est d'accord, il y a un sujet des prix des médicaments, de certains médicaments. Vous ne faites pas le lien. Attendez, il y a un sujet pour certains médicaments qui sont dits médicaments dits matures sur le marché depuis longtemps, sur lequel le prix de vente ou le prix d'achat par l'assurance maladie est celui qui est connu et qui est comparable entre différents pays européens, malheureusement souvent au détriment de la France, puisque le prix en France est souvent pour ces médicaments-là plus faible que dans d'autres pays voisins. C'est indémontrable.
C'est documenté notamment par le ministère. Hein. Le comité économique avait illustré cela dans un document il y a quelques années. Les chiffres de l'EFPIA qui pour nous ne sont pas fiables. Mais là, je vous donne des informations du ministère de la Santé. Mais c'est pas une information industrielle. Mais après, j'entends le sujet transparence des prix. On demande des chiffres indépendants de ceux fournis par l'industrie. J'entends. Moi, je pense que d'ailleurs, votre rapport, monsieur le sénateur, en convenait aussi. Il y a un sujet à un moment où si vous avez des médicaments qui sont assez anciens sur le marché, qui ont des prix qui arrivent parfois plus bas que le coût de revient industriel qui, lui, évidemment, n'a fait qu'augmenter au fil des années parce que les normes environnementales, parce que les investissements pour des questions de sécurité, etc., dans les entreprises font qu'à un moment, vous avez un décalage. Toutes les entreprises ne sont pas des grandes multinationales, par ailleurs, de la pharmacie. Vous avez certains acteurs qui sont spécialisés sur certaines parties, sur certains médicaments et qui, eux, ont un modèle économique qui est très, très fragile. Moi, il y a 2 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est la question de la régulation, donc qui tient au contingentement, à la constitution de stocks, à l'importation de spécialités alternatives et aux exportations de grossistes répartiteurs qui sont mis en avant. Donc, dans le plan gouvernemental, il est prévu, action 18, renforcer la capacité de régulation de l'Agence nationale de sécurité des médicaments pour lutter et anticiper les pénuries. Et le dernier paragraphe dit, enfin, la mise en place de nouvelles sanctions financières sera expertisée afin d'accompagner le renforcement de la régulation de l'agence. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Si vous voulez, le deuxième... Elles vont concerner qui, ces sanctions financières, pour que ça soit bien clair? Les laboratoires ou les distributeurs qui ne respecteraient pas la législation. Il existe une législation qui est européenne et une législation française, d'ailleurs, assez récente. Deuxième point que je voudrais souligner, il est vraiment politique. Depuis 1 an, Jean-Pierre Decool, moi-même, nous insistons sur le fait que le gouvernement devait prendre la mesure politique de cette situation, du danger qu'elle représente pour les patients, mais aussi pour notre sécurité. Or, aujourd'hui, dans la nouvelle gouvernance qui est affirmée dans ce plan, il y a la constitution d'un comité de pilotage chargé de la stratégie de prévention et de lutte contre les pénuries. C'est exactement ce que nous demandions. Et il y a la mise en place d'une task force interministérielle. Nous avions souhaité qu'elle soit à Matignon. Elle sera dirigée par la ministre de la Santé, mais c'est aussi exactement ce que nous demandions, c'est-à-dire la prise en compte politique. Et ce matin, moi, je salue la ministre lorsqu'elle a dit qu'elle était extrêmement sensibilisée et mobilisée sur ce dossier. C'est aussi ce que nous souhaitions de la part du gouvernement. Jean-Pierre Thierry. Oui, je voulais juste surprendre un peu Thomas Borrell. Je suis d'accord avec lui. Et une partie des médicaments et des classes thérapeutiques ne sont pas assez payés. Et ça, c'est un constat qu'on fait au niveau international, où on peut estimer qu'ils ne sont pas payés. Je vais partir de l'exemple américain. 80% des médicaments aux États-Unis sont génériques, contrairement à la France, mais ça ne fait pas de différence. Il y a les vieux médicaments pas chers et il y a les médicaments innovants extrêmement chers. Les 20% de médicaments innovants, c'est 70% du marché aujourd'hui aux États-Unis. Donc il y a un désintérêt pour les médicaments pas chers, qu'il faudrait éventuellement mieux payer pour les rendre très légèrement incitatifs. Mais tout ça est la conséquence de l'emballement des prix des médicaments récents et innovants qui vont mettre à la fois les pays sous des tensions budgétaires absolument insupportables et qui tirent un peu vers le haut la recherche de rentabilité. Et si on ne la trouve pas, une partie des industriels, peut-être pas obligatoirement les plus gros, seront même tentés d'abandonner des lignes de production, ce qui en termes sur l'impact sanitaire sera absolument incroyablement, potentiellement élevé et même totalement insupportable au niveau des populations. Donc je leur dis encore, on est face à un dossier extrêmement sensible et je remercie monsieur le sénateur. Parce que cette dimension de rentabilité financière, elle devrait ne pas toucher justement le marché du médicament. Je dis ça peut-être de façon un peu naïve. Écoutez, j'aime beaucoup cette naïveté, comme vous dites, mais je pense que, y compris dans le modèle actuel, le modèle économique actuel de nos entreprises, je pense qu'on peut, et vous venez très justement, Jean-Pierre Thierry, de faire la part des choses, se dire comment est-ce qu'on peut soutenir une industrie qui a vocation à traiter, à mettre à disposition des antibiotiques dans un champ où l'antibiorésistance devient un enjeu de santé publique majeur, des antiparkinsoniens qui sont là avec, effectivement, qui sont des médicaments anciens, mais qui sont les médicaments qui servent à traiter les patients souffrant de Parkinson. Et donc, effectivement, ces médicaments sont, et les anticancéreux, vous les avez cités tout à l'heure, sur l'exercice a été fait par l'Institut national du cancer, sur 400 molécules ou 300 molécules existantes en France aujourd'hui, il a été considéré qu'il y en avait une quarantaine qui étaient juste indispensables parmi les indispensables. Celles-ci, on ne pouvait pas sans. Et celles-là, justement, ce sont parmi celles qui sont plutôt anciennes. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à un modèle économique substantiellement différent,
financement pour ces médicaments anticancéreux, sur des politiques de prix, sur des politiques industrielles aussi. C'est là où c'est important d'avoir des politiques de soutien industriel pour que tout ne se passe pas effectivement à l'autre bout de la planète avec un contrôle très limité du territoire européen. Yves de Dinis, on parle des conséquences sur la santé des patients. Il y a eu récemment une pénurie d'améthicine utilisée justement pour prévenir les récidives de cancer de la vessie. Ce n'est pas réglé, cette pénurie, et ça a pu conduire parfois des patients à se faire réopérer ou opérer de façon inutile. On voit bien justement jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on peut aujourd'hui les rassurer? Les mesures qui sont précisées dans les rapports qui ont été annoncés ce matin ne vont pas se mettre en place demain, et toutes les solutions ne seront pas malheureusement apportées dans un délai très court. Mais il est important que les différentes parties prenantes se parlent, se mettent autour de la table, convergent vers des solutions acceptables par tous pour apporter le plus rapidement possible, c'est vrai, des solutions. Et je voudrais insister sur un point encore. Notre rapport, nous avions placé dans son titre le mot éthique. Alors nous sommes avec les grandes entreprises dans le monde de la pharmacie, dans le monde capitaliste, avec ces exigences que nous connaissons tous, mais le médicament n'est pas un produit comme un autre. Le médicament, c'est le domaine de la santé humaine, c'est d'abord de l'humain, et il faut qu'il soit considéré avec un autre regard qu'un produit de consommation courante. On a beaucoup parlé de continuité des soins, notamment au moment de l'examen de la loi santé. Yves de Dinis, est-ce qu'aujourd'hui elle est remise en cause sur le territoire français? Peut-être Jean-Pierre Thierry, ensuite Thomas Borrell. La continuité des soins? Non, alors je dirais, pour rebondir sur ce qu'a dit M. de Dinis, le problème du médicament innovant, parce qu'on peut suivre le raisonnement du LEM sur les médicaments anciens qui génèrent un désintérêt à cause d'une marge trop faible. Mais encore une fois, ça doit s'équilibrer par une modération des prix des médicaments récents. Or, dans le champ des biotechnologies et de l'innovation, ne nous voilons pas la face, on est en face de la plus grande bulle spéculative actuelle. C'est-à-dire que la survalorisation des capitaux liés à l'innovation aujourd'hui dépasse tout ce qu'on a connu. Y compris la rentabilité des investissements qui sont faits par le rachat des startups, par le rachat des licences d'innovation, etc. Donc, rétablir l'innovation, rétablir les incitations pour qu'on n'ait pas de pénurie sur les médicaments anciens, ça veut dire contrôler le prix de l'innovation. C'est le message que j'ai à passer aujourd'hui, parce que sinon on n'échappera pas à un état de crise qu'on pourrait anticiper en regardant la presse internationale et notamment les déclarations du gouvernement américain sur la convergence des prix entre l'Europe et les États-Unis, mais on risque d'aller très vite vers une situation très critique que la population aura absolument pas du tout les moyens de comprendre en dehors de réactions très, très violentes et très brutales. Oui, les pistes dévoilées par le gouvernement, ça sera le mot de la fin, vont permettre d'éviter cette crise que nous décrivons. Espérons-le. Oui, Jean-Pierre Thierry. Ce qui est sûr, c'est que ce sujet-là ne se résume pas à un sujet économique, c'est certain, d'une part, et d'autre part, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, monsieur le sénateur, ce qui est sûr aussi, et si ça peut rassurer quelques-uns de nos patients, c'est que la mobilisation, elle est très forte depuis quelques mois, et depuis que les sénateurs de Coll et de Nigny ont sorti ce rapport. Et donc cette mobilisation qui est aujourd'hui posée comme une façon de travailler dans la feuille de route est quand même quelque chose de positif, sur lequel tout le monde a une carte à jouer. Évidemment les patients, évidemment les industriels, évidemment l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution, et évidemment les professionnels de santé dans leur ensemble. Et a fortiori les pouvoirs publics qui nous régulent. Donc ça c'est important et c'est positif parce qu'on essaye de trouver de façon très concrète un certain nombre de solutions sur le territoire français pour du court terme. Il y a des choses qui seront plus du long terme et qui relèvent d'autres enjeux, notamment internationaux, sur des politiques de régulation de notre entreprise ou de nos entreprises. Bien, merci à vous Thomas Borrell, merci Yves de Dinis, merci Jean-Pierre Thierry. Peut-être rapidement. Un petit mot de oui, conclusion. rapidement. On attend très septembre. vite. Oui. Avec cette feuille de route, le sentiment est que la lutte contre les pénuries de médicaments est aujourd'hui véritablement engagée par le gouvernement. C'est une bonne nouvelle et moi je suis très content si le Sénat y a contribué. Eh bien, merci à vous Yves de Dinis, merci à tous les trois. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateurs à domicile. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice LR de Paris, membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde féminine de football qui a vu la victoire des États-Unis. On s'arrête un instant sur l'engouement pour ce sport de la part des filles. Les effectifs, vous allez le voir, explosent à Paris, mais du coup, ce sont les infrastructures qui manquent. Reportage d'Alizée Boissin. On m'a déjà dit que le foot c'était pour les garçons et je leur ai répondu non, les filles aussi peuvent jouer au foot. Au club du FC Gobelin, les clichés sur le foot féminin sont priés de rester au vestiaire. Ici, 125 filles s'entraînent chaque semaine sous les conseils de Marie-France. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous! À la tête de la section féminine depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, la pression est supplémentaire sur le terrain. Donc, de votre côté, je veux que vous montriez une très bonne image du club.
On joue collectif. Ok? Comme leurs idoles, le groupe des 10-11 ans affronte une équipe de jeunes américaines spécialement venues pour le mondial. Si la Coupe du Monde booste la popularité du foot féminin, les filles n'ont pas attendu l'événement pour enfiler les crampons. Depuis 2-3 ans, je vois un prémisse. Il y a beaucoup plus de gamines qui viennent vers le foot et surtout de parents qui acceptent. Et là, avec la Coupe du Monde, je pense que c'est en train de se retourner complètement. Pour cette sénatrice de Paris et membre de la délégation aux droits des femmes, pour encourager ces vocations, il faut dépasser les a priori. Le football, c'est un enjeu d'éducation et c'est un facteur d'éducation et c'est un résultat d'éducation aussi. C'est-à-dire que là, la responsable disait à juste titre que ça allait donner envie aux jeunes filles d'en faire, notamment parce que les parents aussi vont voir que ça peut être tout à fait un sport pour leurs enfants, pour leurs petites filles, auxquelles elles ne pensaient pas forcément. Donc on voit l'importance de l'éducation. Évidemment, l'école y contribue. C'est un partenariat entre l'école et les familles. Et évidemment, les clubs sportifs, bien sûr, qui doivent faire de la publicité pour que de nombreuses jeunes joueuses les rejoignent. Mais encore faut-il que les clubs soient en capacité d'accueillir ces étoiles montantes du foot. Depuis son arrivée au FC Gobelin, Marie-France n'a cessé de pousser les lignes des terrains pour accueillir ses joueuses. Et ce n'est toujours pas suffisant. Oui, on est le 3e club en France en nombre de licenciés, derrière la CBB et le Roy Malmaison. Formidable. 1500 pour le 13e. C'est bien d'avoir un club comme ça à Paris, c'est super. Pour 3 terrains. Ouais. Non, 2 terrains et un petit bout sur celui-là. C'est chaud. Manque d'infrastructures. Ouais. On le soulignait dans le rapport qu'on a fait au Sénat, le manque d'infrastructures, c'est clair. Manque de vestiaires, manque de toilettes. Vous savez, le chiffre qu'ils nous ont dit, alors j'espère que je ne me suis pas trompée, la ville de Paris nous a dit que 23% des créneaux terrain gymnase étaient pour les filles uniquement, 23%. Donc il y a du boulot. Hein. Bah oui. Ça va être, je pense, difficile, notamment pour la ville de Paris et la petite couronne, parce qu'il n'y a pas suffisamment de terrain déjà pour les garçons. Donc avec la mairie de Paris, déjà depuis quelques mois, on essaye de réfléchir à d'autres solutions. On a la solution des Five, donc ce sont des terrains privés qui sont loués pour faire du foot en intérieur ou extérieur à 5 contre 5. On va essayer de voir aussi les city parks et voir si on ne veut pas pousser les terrains. Des infrastructures indispensables pour faire face à l'afflux d'inscriptions de septembre. Si le match contre les Américaines est perdu, ça ne gâche rien à la fête, avec peut-être l'espoir de voir la prochaine génération des Bleus gagner le mondial. Bonsoir Céline Boulay-Espéronnier, merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de voir cet engouement de la part des jeunes filles pour le football. Il y a un réel effet de la Coupe du Monde justement ? Il y a un effet de la Coupe du Monde, on en sort là, on a vu l'intensité qu'il y avait, l'engouement, le dynamisme, c'était vraiment formidable. Alors on en sort, l'idée c'est de capitaliser maintenant là-dessus et de voir si l'effet va être durable. Il faut que l'effet soit durable. C'est un enjeu qui est fort, oui. Un enjeu d'éducation, c'est ce que vous dites dans le reportage, pourquoi ? Un enjeu d'éducation et un résultat d'éducation. Nathalie Bois de la Tour, que nous avons auditionnée avec la délégation aux droits des femmes au Sénat, disait qu'il y avait 3 lieux d'éducation principaux en France aujourd'hui, qui étaient l'école, la famille et le football. Donc on voit tout à fait le partenariat qu'il y a entre l'éducation privée de l'école et puis celui du football, bien sûr. Ouais, ouais. C'est un enjeu aussi d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les petites filles et les garçons. D'où le rapport, puisqu'avec les délégations aux droits des femmes, on essaye vraiment, dès que possible, d'encourager tout ce qui peut contribuer à l'égalité entre les hommes et les femmes, et évidemment le football qui est le sport le plus médiatisé en France et dans le monde d'ailleurs est un enjeu d'égalité entre les hommes et les femmes, bien entendu. Il y a un problème d'infrastructure, il est criant de vestiaires, on le voit aujourd'hui, 23% des terrains seulement sont dédiés aux filles. Est-ce que vous pouvez, vous en tant que parlementaire, vous saisir de ce problème ? Bon, on va se saisir de ce problème, il faut libérer des créneaux bien évidemment, puisqu'on voit que l'un des effets de l'engouement qu'il y a eu autour de la Coupe du Monde de football, la Coupe féminine, c'est qu'il y a un afflux de jeunes femmes qui veulent rejoindre les fédérations et les clubs sportifs aujourd'hui pour faire du football. Ce serait dommage de leur dire non, il n'y a pas assez de créneaux. Donc il faut que les collectivités locales et la ville de Paris, puisque je suis sénatrice de Paris, la première, trouve et libère des créneaux. Bien entendu, il faut que chacun maintenant, tous les acteurs prennent leurs responsabilités. Ce serait trop dommage de ne pas pouvoir capitaliser là-dessus. C'est encore possible là pour la rentrée de septembre, selon vous ? Pour la rentrée de septembre, ça va être très probablement difficile, mais aucune difficulté n'est à surmonter. Et en tout cas, pour les mois et pour les années à venir. Encore une fois, il faut capitaliser sur le moyen et sur le long terme. Ce serait dommage que ça s'arrête là et qu'il n'y ait eu qu'un effet Coupe du Monde. Il faut que ce sport vraiment perdure et soit un vrai enjeu d'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez suivi cette Coupe du Monde, le parcours des Françaises, des Bleus ?
Céline Boulay-Espéronnier. Oui. Bien entendu, oui. J'étais au Parc des Princes. Il se trouve qu'en plus, j'habite à 5 ou 10 minutes à pied du Parc des Princes. Donc, j'ai fait le trajet à pied. J'ai vu les supporters qui chantaient, la Marseillaise et tout. Et j'y ai retrouvé la même intensité que pour la Coupe du Monde masculine qui a eu lieu il y a un an. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste du football, mais j'ai vraiment apprécié l'intensité d'être dans les tribunes. J'ai apprécié le spectacle. J'ai trouvé qu'il y avait du temps de jeu, qu'il y avait peu de pauses, qu'il y avait une belle technique et qu'il y avait peu de simulation. On parlait des questions d'égalité. On a entendu Ségolène Royal récemment proposer justement des équipes mixtes. Que pensez-vous de cette proposition ? Moi, je n'avais pas pensé. Je trouve que c'est un peu poussé. Voilà, il ne faut pas non plus être dans la caricature. Il faut être dans tous les aspects sérieux qui peuvent entourer, je vous dis, cette capitalisation sur cette merveilleuse compétition qui a eu lieu. Et là, je trouve qu'on est un peu dans la caricature. Et puis, il peut y avoir quand même des dangers physiques. Malgré tout, un homme et une femme, physiquement, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, moi, je ne sais pas où a voulu en venir Ségolène Royal, mais il ne faut pas être dans la surenchère non plus. Surenchère égale caricature et ça dessert un peu, à mon avis, la cause. Après, il faut voir, bon, voilà, tout est envisageable. Ouais. L'égalité femmes-hommes, ça passe aussi par l'égalité salariale. On sait que tout le monde n'est pas d'accord sur cette question. Est-ce qu'elles doivent être rémunérées à hauteur des salaires perçus dans le football masculin, les Françaises ? Bien entendu, il y a une différence qui va de 1 à 100. Il y a 96% de différence entre le salaire d'un footballeur et le salaire d'une femme qui fait du football. Bon, donc ça, c'est évidemment un problème majeur. Et puis, il y a le problème des primes aussi. Ça va de 1 à 10. Donc, je crois que pour la Coupe du Monde masculine, les primes pour les Bleus étaient de 350 000 €. Pour les vainqueurs de la Coupe du Monde féminine, c'est 35 000 €. Voilà, il faut évidemment travailler à ça. Alors, ça dépend beaucoup des droits TV, évidemment. Il faut changer tout l'écosystème économique autour de ça. Ça fait partie des propositions du rapport de la délégation. Ça fait partie oui, tout à fait. Des femmes. Bien sûr, d'aller vers une professionnalisation. L'une des différences majeures, c'est que les femmes footballeurs sont liées par des contrats fédéraux à la Fédération française de football, ce qui fait qu'elles sont amateurs et qu'elles ne peuvent pas vivre de leur sport. Il y a sur 180 000 licenciés, il y a seulement une centaine de footballeuses, de femmes qui jouent du football, qui sont professionnelles. Et évidemment, il faut tendre vers une professionnalisation du football. Mais ça dépend de l'ensemble de l'écosystème financier. Ce combat est également porté par la joueuse emblématique de l'équipe des États-Unis, Megan Rapinoe. Elle a interpellé justement le président de la FIFA, Gianni Infantino. Toutes les joueuses de cette Coupe du Monde, elles ont fait le show le plus incroyable. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. C'est ce qu'elle dit. Elle est la personne aussi pour mener ce combat en faveur. Elle est la personne pour mener ce combat car elle est un porte-étendard. On l'a découverte avec ses cheveux roses. Elle n'a pas hésité, qu'on en pense du bien ou non, à s'opposer quand même au président des États-Unis, à lui tenir tête. Ça veut dire que c'est une vraie femme de conviction et qu'on soit d'accord ou non, elle porte ses convictions. Et comme je le disais, la médiatisation, c'est un enjeu majeur. Et pour aller au-delà, la starification. Parce qu'on est dans ce système de communication aujourd'hui qui fait que si on est une star, on sert une cause beaucoup mieux. Et c'est un enjeu majeur, évidemment, pour le football féminin et pour, encore une fois, l'égalité femmes-hommes. Et Megan Rapinoe, elle, évidemment, dans ce sens, elle n'ira pas à la Maison-Blanche pour fêter son sacre. Que pensez-vous de ce geste ? Bon, moi, si j'avais gagné la Coupe du Monde, j'aurais été à l'Élysée, si j'avais été invitée, bien sûr, parce que voilà, c'est un symbole fort. Après, je vous dis, c'est une femme de conviction qui va jusqu'au bout de ses convictions. Voilà, je trouve que c'est éminemment respectable, en tout cas. Vous êtes sénatrice de Paris, des enjeux cette semaine au Sénat aussi. C'est la nouvelle lecture du projet de loi pour la restauration de la cathédrale de Notre-Dame. On sait que la commission se réunit ce soir avant l'examen en séance. Et il y a un débat entre députés et sénateurs. On en a parlé sur la question de l'article 9, sur les dérogations aux règles d'urbanisme. Est-ce qu'on va vers un consensus ? Moi, j'avais fait un amendement pour la suppression de l'article 9 que je réintroduis, car je reste moi aussi, je vais jusqu'au bout de mes convictions. Je trouve que Notre-Dame, il ne faut pas qu'il y ait de loi d'exception. Il faut se méfier de tout ce qui est dérogatoire. Je m'en étais expliqué lors de la première lecture. Je ne changerai pas d'avis, donc on va en discuter tout à l'heure à la commission culture. Mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est important pour Paris et puis pour Notre-Dame. Mais méfions-nous de tout ce qui est loi d'exception. Je reste sur cette même ligne. Est-ce qu'Édouard Philippe fera un bon maire de Paris, Céline Boulay-Espéronnier ? Édouard Philippe, c'est à lui de vous répondre s'il fera un bon maire de Paris. Probablement, peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, il dit qu'il n'est pas intéressé par Paris. Ça n'est pas d'actualité, mais je vous en prie, posez-lui la question. Oui, vous pourriez le soutenir en cas d'une candidature ? Je pourrais soutenir tout ce qui va dans le sens du projet que je veux défendre, moi. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Eh bien, merci à vous, Céline Boulay-Espéronnier, d'être venue sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Et à demain, 16h30.